qui va être fait par Louis de la région parisienne, la fédération 1 de la région parisienne. Ce topo est fait avec les camarades du NPA révolutionnaire et le NPA jeune révolutionnaire. Donc Louis va introduire le sujet et après on aura un temps de débat après. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus toutes et tous aussi nombreux et nombreuses. Alors je vais faire une petite intro qui permettra de lancer la discussion plutôt qu'une formation parce que la situation est quand même très complexe et j'ai absolument pas la prétention de comprendre tous les tenants et les aboutissants, donc ça sera évidemment pas du tout exhaustif. Je ferai de mon mieux, je vais essayer de me lancer sur le... Vous êtes loin ? Donc une discussion sur la situation à l'extrême est de la République démocratique du Congo, donc dans cette région autour du lac Kivu, notamment dans deux provinces qu'on appelle le Nord et le Sud Kivu. Lundi 28 janvier, le mouvement du 23 mars, qu'on appellera par la suite M23 pour simplifier, un groupe armé créé en 2012 par des anciens officiers des forces armées congolaises entrés en rébellion contre le gouvernement de l'époque, prenez la ville de Goma, donc capitale de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on sait très bien que ce mouvement M23 est allié avec le Rwanda, pays voisin de la République démocratique du Congo. C'est plus à prouver. La prise de Goma est le résultat d'une opération lancée début janvier, mais qui est en réalité le point d'orgue d'une offensive plus générale lancée par le M23 depuis 2021. En avril dernier d'ailleurs, le M23 avait déjà pris le contrôle de Rubaya, la plus grande cité minière de la région, pour le compte du Rwanda. Depuis, le M23, soutenu et accompagné par quelques 4000 soldats des forces de défense du Rwanda, donc l'armée régulière rwandaise, ont progressé vers le sud Kivu. Il y a eu une certaine accalmie avec un cessez-le-feu pris unilatéralement par le M23 la semaine dernière, mais les combats ont repris cette semaine. Et aujourd'hui, le M23 et les FDR se trouvaient encore il y a quelques jours, à quelques dizaines de kilomètres de Bukavu, donc la capitale de la province du Sud Kivu. Et aux dernières nouvelles, ils auraient d'ailleurs pris le contrôle de son aéroport hier dans la journée. Alors ça fait plusieurs décennies que la région est déstabilisée par des guerres, des conflits armés et la présence massive de milices en tout genre. On en compte aujourd'hui près de 120 réparties entre le nord et le sud Kivu. Elles sont d'obédience variée. Certaines, donc, comme le M23, qui est l'une des plus puissantes, comme vous l'aurez compris, roulent pour le Rwanda. Mais l'Ouganda, tout comme le Burundi voisin, peuvent aussi compter sur des milices qui interviennent en leur nom dans la région. D'autres encore sont liées à l'État islamique, comme les forces démocratiques alliées. Mais surtout, il ne faut pas croire que toutes ces milices qui prolifèrent sont indépendantes du pouvoir central de la République démocratique du Congo ou inféodées à des pays voisins. Les forces armées de la République démocratique du Congo administraient militairement la province du Nord Kivu depuis des années, en s'appuyant sur des milices dites d'autodéfense communautaire, sur aussi des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont la dernière résurgence politico-militaire des génocidaires hutus rwandais, ou encore sur des sociétés privées. Alors si évidemment l'offensive du M23 entraîne déplacement de population, exactions en tout genre et meurtres de civils, la population locale ne regrette sans doute pas ses anciens oppresseurs. Un rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la RDC entre janvier et juin 2023 indiquait que les principaux responsables des exactions commises dans la région, alors les mauvais traitements, exécutions, violences sexuelles, travaux forcés, ont été l'œuvre des milices communautaires, des forces armées de la République démocratique du Congo, donc l'armée régulière, ou même d'agents de l'État congolais, devant les miliciens du M23, qui sont évidemment pourtant pas en reste. Alors aujourd'hui, la plupart des commentateurs font remonter la genèse de cette déstabilisation de la région et la prolifération des milices armées à 30 ans en arrière, donc comme faisant suite au génocide des Tutsis au Rwanda. Cet épisode catastrophique, lui aussi de l'histoire de la région, mériterait un topo à part entière que je ne peux pas faire ici, mais je vais quand même y revenir partiellement pour qu'on essaye de comprendre la situation.
Alors, sous la colonisation belge, donc les colons belges s'étaient appuyés sur le groupe des Tutsis pour administrer le pays au détriment des Hutus qui étaient majoritaires, et qui le sont toujours, créant une frontière entre ces deux populations et alimentant les tensions entre elles. Alors qu'auparavant, ces groupes Hutus et Tutsis faisaient référence donc à des groupes sociaux aux frontières relativement perméables, davantage définis par leur métier et leur possession de vaches que comme des peuples ou des ethnies différents, cette situation elle était un peu incompréhensible pour les colons belges, les yeux des missionnaires notamment, qui figèrent l'appartenance à l'un ou l'autre des groupes sociaux et alimentèrent les tensions entre eux. Dans les années 90, le gouvernement Hutu exacerba le racisme contre les Tutsis et entraînèrent, avec le soutien de l'armée française, des milices interamouées qui seront par la suite les milices génocidaires. Le génocide démarrant en avril 1994, à la suite de l'assassinat du président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana, un Hutu, assassiné donc par une roquette qui cibla son avion. Cet attentat déchaîna la violence des miliciens et d'une bonne partie de la population Hutu contre les Tutsis. Les puissances internationales restèrent pour leur majorité passives durant les 3 mois du génocide, hormis les militaires français envoyés sur place dans le cadre d'une soi-disant opération humanitaire, l'opération Turquoise, qui eut pour rôle en réalité de couvrir les atrocités commises par les génocidaires. La France était déjà trop empêtrée dans son soutien sans faille au gouvernement de Habyarimana pour se dédire. Finalement, le génocide ne prit fin qu'en juin 1994, après 3 mois et plus de 800 000 morts. L'arrêt du génocide a été l'œuvre de l'intervention depuis l'Ouganda de l'armée patriotique rwandaise, une armée constituée majoritairement de Tutsis rwandais exilés en Ouganda, qui avaient fui les massacres et l'ambiance anti-Tutsi qui régnait au Rwanda depuis 1959. L'armée patriotique rwandaise, donc qui avait parmi ses principaux chefs Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda depuis 25 ans, reprit peu à peu le terrain aux forces Hutus, provoquant la fuite des génocidaires, les militaires comme l'administration, vers la République démocratique du Congo à travers le nord et le sud Kivu, entraînant à leur suite près d'1 million, même plus d'1 million, près de 2 millions de civils qui leur servirent de boucliers humains, qu'ils furent emmenés de force ou trop effrayés par la menace d'une vengeance de l'armée patriotique rwandaise que leur promettaient les officiels Hutus. Ce repli vers le Congo se fit d'ailleurs dans un premier temps sous la protection des soldats français de l'opération Turquoise. L'armée patriotique rwandaise poursuivit alors à travers l'Est congolais les génocidaires, commettant là aussi exactions et massacres à leur encontre, dont des civils furent bien sûr victimes, mais organisant également le retour au Rwanda d'une bonne partie de ces réfugiés Hutus. Restèrent finalement dans la région des camps formés par des réfugiés issus de l'ancienne armée rwandaise et des milices interamouées qui formeront le terreau des premières milices qui s'installeront alors durablement. Depuis lors, les différentes incursions de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu ont souvent, si ce n'est toujours, eu pour prétexte la présence de milices Hutus, héritières des génocidaires installés dans la région, aux frontières du Rwanda. Ça a été le cas lors des premières et deuxièmes guerres du Congo de 1996 à 2003, tout comme entre 2004 et 2009, lorsque le Congrès national pour la défense du peuple, soutenu par le Rwanda, tenta de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, donc groupe formé à partir des génocidaires Hutus, qui lui-même avait pour objectif le renversement de Paul Kagame et du Front patriotique rwandais, son parti politique. Donc ce groupe qui est encore présent actuellement et sur lequel s'appuie le gouvernement congolais. C'est encore le cas aujourd'hui, le prétexte sécuritaire est à nouveau mobilisé, comme quand le ministère rwandais des Affaires étrangères déclarait par exemple en février 2024, à propos de la présence des forces de libération du Rwanda dans le Nord Kivu, que, je cite, « le Rwanda se réserve le droit de prendre toutes les mesures légitimes pour se défendre ». Par ailleurs, Paul Kagame, donc l'actuel président du Rwanda, ne cache pas non plus son ambition de modifier les frontières des États dans la région, remettant à l'ordre du jour le Grand Rwanda, dont l'influence s'étendait sur le Nord Kivu, les frontières actuelles étant dénoncées comme des frontières imposées par l'ordre colonial, et notamment la Belgique à l'époque, donc des frontières artificielles et ayant scindé les communautés. Ce qui n'est pas faux en soi, mais ne lui donne cependant évidemment pas droit de participer à mettre la région à feu et à sang, au détriment principal des populations qu'il prétend vouloir réunifier de part et d'autre de cette frontière. Alors juste pour nuancer tout de même,
On vient de voir effectivement que le génocide des Tutsis a été un épisode fondamental dans la déstabilisation de la région, et l'idée n'est pas de minimiser son impact pour expliquer la situation actuelle. Mais il ne faudrait pourtant pas l'y limiter. La région était déjà source de convoitises bien avant les années 90-2000. 2 exemples pour l'illustrer. Dans les années 77-78, il y a eu les 2 guerres du Shaba, ou du Saba. Désolé, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors le Saba, c'est le nom que prit une région qu'on appelait aussi à l'époque le Katanga, une région donc de la République démocratique du Congo qui était constituée de plusieurs provinces, dont le Sud Kivu actuel. Ces 2 guerres opposèrent d'un côté le Front de libération nationale du Congo, des séparatistes katangais, soutenus par l'Angola, et de l'autre, donc, la RDC, donc la République démocratique du Congo, soutenue par la France et le Maroc. Pour l'anecdote, le terme de Saba ou Shaba, l'ancien nom donc, de cette région, signifie cuivre en swahili. Autre exemple encore, dès l'indépendance acquise par le Congo en 1960, le Katanga, encore cette région, fit sécession sous l'impulsion d'un certain Moïse Tsombe, soutenu par la puissante Union minière du Haut-Katanga, groupe industriel belge, et par les milieux d'affaires pro-occidentaux. Le Katanga finira par être de nouveau rattaché au Congo 3 ans plus tard. Donc on voit bien qu'au-delà des conflits politiques entre groupes rebelles et États, ou de conflits intercommunautaires à l'œuvre, la déstabilisation de la région est surtout le résultat du découpage à la hache des frontières par les anciennes administrations coloniales, qui semèrent la discorde entre les populations, et attisèrent surtout les convoitises et les velléités de contrôle sur une zone riche en matières premières et métaux précieux. Parce que oui, la République démocratique du Congo en général, et les régions autour du lac Kivu en particulier, regorgent en effet de bois, de gaz et de pétrole, mais aussi et surtout d'or, de diamants, d'uranium, de cobalt, de niobium, de cuivre, de manganèse, d'étain, de tantale ou encore de plomb et de zinc. Ce sont ces ressources minières qui sont d'ailleurs la principale ressource de la République démocratique du Congo, le secteur minier contribuant pour près de 80% des ressources à l'exportation de la RDC. Et dans la période actuelle, sans vouloir minimiser l'importance pour les capitalistes de l'or ou du pétrole, c'est surtout l'approvisionnement en ces derniers métaux qui semble être le principal enjeu de l'influence dans les régions périphériques du lac Kivu. Pour donner quelques exemples, le cobalt est un élément essentiel qui rentre dans la composition de différents types de batteries électriques utilisées aujourd'hui dans l'industrie automobile et dans tous les téléphones portables, entre autres. On le retrouve également dans les turbines à gaz ou même dans les réacteurs nucléaires. Le tantale, tout comme le niobium, sont utilisés pour fabriquer des alliages pour les turbines à gaz également, dans les moteurs d'avion, mais également de plus en plus dans l'électronique, notamment présente dans les voitures et les téléphones portables. Si je prends ces 2-3 exemples, c'est parce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui le premier producteur africain pour le cuivre. On possède la 7e réserve mondiale. C'est le premier producteur mondial de cobalt, avec près de 75% de la production en 2023. Et il possède entre 20 et 30% des réserves mondiales de coltan, un minerai qui contient justement du tantale et du niobium. Voilà pour les quelques exemples de la richesse de son sous-sol. Tous ces métaux et minerais sont dits stratégiques car ils sont essentiels pour des industries de pointe. L'automobile, la téléphonie, l'électronique en général et bien évidemment l'industrie de guerre. Nombre d'entreprises bien connues comme Apple, Samsung, Google, Microsoft, Tesla et j'en passe, pour n'en citer que quelques-unes, s'approvisionnent en minerais dans cette région. Alors le développement du numérique, des industries de l'armement et de la mal nommée transition verte, avec ce qu'elle implique d'expansion des voitures électriques et de développement de sources de production électrique, vont faire exploser les besoins en ces métaux pour répondre à la production capitaliste dans les prochaines années. L'Agence internationale de l'énergie prévoit par exemple que la demande en ces métaux rares va quadrupler d'ici 2040. À l'heure actuelle, elle juge d'ailleurs que les capacités de production, que ce soit son extraction tout comme la purification, seraient largement insuffisantes. Donc, toujours selon elle, les projets miniers prévus jusqu'à 2030 correspondraient à peu près 1/10 de ce qu'il faudrait à l'industrie capitaliste selon les prévisions. Soit dit en passant, ces besoins et la rapacité des capitalistes va sans doute entraîner des pressions impérialistes, voire des crises à l'échelle de tout le continent dans les années à venir, puisque c'est toute l'Afrique
qui est elle aussi également riche en métaux rares, et beaucoup de filons aujourd'hui ne sont pas encore soumis à extraction. On comprend alors bien l'enjeu de contrôler cette zone pour les acteurs régionaux. D'ailleurs, chaque événement des années 2000 que j'ai cité tout à l'heure a toujours été l'occasion d'un pillage en règle, hors de toute règle même, des ressources dans les territoires occupés. À cause de la déstabilisation de la région, l'industrie minière a du mal à s'installer durablement et l'exploitation des mines se fait de manière souvent très artisanale, sous le contrôle de milices armées, dans des conditions effroyables. Alors je ne dis pas que l'exploitation dans des conditions, disons, plus officielles, dans les mines d'autres parties du pays, sont idéales. Loin de là. Dans tout le pays, l'industrie minière règne en maître avec le consentement de l'État. Un rapport d'Amnesty International de 2023 détaille les situations engendrées par les réouvertures ou les agrandissements des mines. Expulsion forcée pour détruire des quartiers entiers, avec des indemnités souvent très insuffisantes pour racheter l'équivalent des habitations des anciens habitants. Des bidonvilles sont parfois carrément brûlés par les militaires, des plantations saccagées et l'usage de la terreur y est de mise, y compris par le viol pour forcer les départs. Pour les travailleurs des mines, la situation est elle aussi critique. Alors qu'officiellement le salaire moyen devrait se trouver autour de 502 $ par mois, un rapport de juin 2024 d'ONG estime qu'en réalité, très peu les touchent effectivement. La moitié d'entre eux toucheraient plutôt entre 90 et 330 $ par mois. Les ONG déplorent également, je cite, un temps de travail excessif, des traitements dégradants, des violences, des discriminations en tout genre, du racisme, des conditions de travail dangereuses et un non-respect de la couverture santé de base. Et là, je parle de ceux qui ont la possibilité d'avoir un emploi officiel dans une mine gérée ou co-gérée par l'État. Ce qui n'est qu'une minorité. Les mines industrielles n'emploieraient que 20% des travailleurs du secteur, tout en produisant 80% de la production. Les retombées économiques allant ensuite grossir les poches des entrepreneurs et des dirigeants, la population n'a pas d'autre choix bien souvent que d'essayer de récupérer les quelques miettes de minerais qu'ils peuvent trouver en s'infiltrant par effraction dans les mines au péril de leur vie, les agents de sécurité comme les policiers n'hésitant parfois pas à tirer à vue. Ce que je décris là vaut pour les mines officielles, un peu plus éloignées des zones de conflit du Nord Kivu. Alors vous imaginez bien que dans une zone contrôlée par des milices armées et où les mines sont souvent moins industrialisées, moins mécanisées, les conditions de travail sont bien plus dures et les revenus sans doute encore plus faibles. Sans compter la violence de la part des miliciens. Ça, plus les conflits récurrents, ce sont plusieurs millions de déplacés et de morts que compte la région depuis des décennies. Le travail des enfants dans les mines y est de mise. Une estimation de la part d'Amnesty International et sans doute d'autres ONG évoque le nombre de 40 000, un chiffre sans doute largement sous-évalué. On y rencontre également l'enrôlement de force dans les milices, y compris là aussi d'enfants, et l'utilisation massive du viol comme arme de guerre. Et pour toutes ces victimes, bien sûr, il n'y a aucune distinction entre Hutus et Tutsis, Rwandais, Congolais, Ougandais ou Burundais. En revanche, pour les milices et les États, le business, lui, continue. Les mines contrôlées par les milices leur permettent de faire passer la production en contrebande dans d'autres États qui le revendent alors pour leur propre compte, assurant de jolis bénéfices. On estime par exemple que les pillages rapportent autour de 800 000 $ par mois au M23 grâce aux taxes sur le commerce et le transport vers le Rwanda. Le Rwanda, lui, est devenu en 2023, et pour la 5e fois depuis 2014, le premier exportateur mondial de coltan, alors qu'il ne possède pas une seule mine de coltan sur son territoire. L'exportation de minerais rapportant à l'État rwandais plus d'1 milliard de $ sur l'année 2023, je crois. Voilà, ce ne sont que 2 exemples, mais ils ne sont évidemment pas exhaustifs. Il faudrait sans doute généraliser ces faits aux autres minerais, aux autres milices et autres États de la région, même si aujourd'hui le Rwanda semble être le principal acteur et bénéficiaire de l'exploitation illégale dans le Nord Kivu. Encore une fois, alors que les populations locales souffrent des crises humanitaires par manque d'accès à la nourriture, à l'eau ou aux soins, souffrent de la prolifération de la violence, de la pauvreté, des déplacements forcés, pendant ce temps, les dignitaires, rwandais comme congolais, mais aussi ougandais et burundais parfois, et les entreprises du secteur minier engrangent les gros billets, et à travers eux, ce sont bien sûr les industries capitalistes clientes de ces minerais
qui réalisent elles aussi de juteux profits grâce à ces minerais de sang en connaissance de cause. Alors on pourrait se poser la question de comment une telle situation peut être durable. On a souvent en tête le fait que le capitalisme préfère les situations de stabilité qui seraient bien plus favorables pour la marche des affaires. C'est vrai que la situation est paradoxale. Cet état de guerre permanent mettant un sacré coup de frein au développement des infrastructures. Bon, je parlais justement de l'exemple de la présence de beaucoup de mines artisanales, mais il y a également des manques de routes, d'accès à l'eau ou de filières de purification des métaux. Et cette situation laisse aussi constamment planer la menace d'une rupture d'approvisionnement au gré des évolutions des rapports de force locaux. En revanche, cette même situation permet évidemment une surexploitation des mineurs et un affranchissement de toute norme en termes de respect de droits du travail, de droits humains ou de protection même minime de l'environnement. Les capitalistes qui font leur beurre au Congo s'y retrouvent donc sans doute grâce à des coûts de production très faibles et donc des matières premières moins chères à la revente. Bref, c'est aussi ça le capitalisme, la capacité à tirer profit de toute situation. On va maintenant s'attarder un peu aux réactions des puissances occidentales suite du coup donc à l'avancée du M23 depuis janvier. On est en février 2025, des dirigeants occidentaux enchaînent aujourd'hui les condamnations alors que cela fait des décennies que bon nombre de grandes entreprises occidentales, j'ai cité Apple, Samsung, Tesla, mais il y a aussi Renault évidemment, épinglé en 2018 par Amnesty International, les entreprises françaises ne sont pas en reste. Ces entreprises occidentales se fournissent en métaux qui proviennent de la République démocratique du Congo ou du Rwanda, dans ces conditions connues de longue date. Si parfois elles prennent des engagements de façade pour assurer un approvisionnement dit responsable, l'absence totale de traçabilité des métaux dans cette zone fait que ces entreprises poursuivent leur business via toutes les sources possibles, au détriment du respect des droits humains, du travail des enfants, etc. Mais ça, ils s'en moquent bien. Alors quand en plus les condamnations émises par les dirigeants occidentaux sont aussi timorées qu'elles l'ont été depuis 2 semaines, on comprend bien la réelle portée qu'elles peuvent avoir. Par exemple, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Dorothy Sher, avait déclaré le 28 janvier, je cite, « Nous affirmons notre soutien ferme au peuple congolais ainsi qu'à la souveraineté et à l'intégralité territoriale de la RDC et exhortons le Rwanda à en faire de même. » Le département d'État américain avait alors appelé à un cessez-le-feu, pris unilatéralement par le M23 le 3 février, d'où la calmie dont je parlais, mais très rapidement rompu tout aussi unilatéralement, d'où la reprise des affrontements. Alors au passage, si les États-Unis ne sont pas prompts pour le moment à s'opposer frontalement à la politique actuelle du Rwanda et du M23, Trump a été en revanche beaucoup plus prompt pour suspendre l'USAID, le programme d'aide au développement américain qui permet de financer des programmes humanitaires, notamment dans la région, une partie bénéficiant aux ONG qui œuvrent en République démocratique du Congo. Une catastrophe pour ces dernières qui ne reçoivent plus de fonds depuis cette annonce, alors même que la situation est évidemment encore plus catastrophique qu'auparavant pour la population de la région. Parmi les pays de l'Union européenne, c'est d'abord la Belgique qui avait réagi en demandant à l'UE d'envisager des sanctions contre le Rwanda. L'Allemagne, elle, avait ensuite annoncé annuler des discussions sur le programme d'aide qu'elle apporte au Rwanda. Annuler des discussions, pas le programme lui-même. Du côté de Londres, le milliard d'euros d'aide pourrait être menacé. Donc beaucoup de discours pour le moment, mais évidemment rien qui ne soit de taille à freiner le M23 et Paul Kagame. Dernière en date, le Parlement européen vient finalement de voter, jeudi dernier à la quasi-unanimité, une demande destinée à la Commission européenne pour suspendre un accord passé le 19 février 2024 entre l'UE et Kigali, la capitale du Rwanda. Alors cet accord, il est intéressant puisqu'il avait, déjà parce qu'il a été fait en février 2024, et parce qu'il avait pour but, de la voix même de l'Union européenne, de, je cite, « renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique ». Il s'agissait donc bien de s'appuyer sur le Rwanda pour renforcer la filière d'approvisionnement en métaux rares. 2 choses partant de là. D'une part, le Parlement européen en a encore à faire des demandes de sanctions. Et d'autre part, si on se fie aux dates, cet accord il a été signé donc en février 2024, c'est-à-dire à une période où le M23 avait déjà quand même bien avancé depuis 2021 et développé son influence dans le Nord Kivu. C'est d'ailleurs 2 mois et demi avant la prise de Rubaya, là, cette principale cité minière du Nord Kivu,
Et à l'époque, on avait eu très peu de réactions de la part de l'Union européenne comme des États-Unis. Alors ça en dit long sur l'hypocrisie et le cynisme dont font preuve les dirigeants occidentaux. Aujourd'hui, ils se sentent certes obligés de donner le change un minimum, et donc en condamnant les actes du Rwanda et du M23, tant la situation est catastrophique, et surtout, sans doute, l'opération militaire un peu trop visible. Tant que les médias n'en parlaient pas trop, ils étaient sans doute un peu moins gênés. Mais s'ils sont encore aussi timorés, c'est qu'un problème se pose aux impérialistes occidentaux. Parce que ce qui se joue aujourd'hui à l'échelle de cette région, c'est un exemple de la concurrence entre impérialistes pour le contrôle de l'approvisionnement en métaux rares, et c'est sans doute le cœur du problème. Aujourd'hui, près de 50% du secteur minier en République démocratique du Congo serait contrôlé par des entreprises chinoises. Un pourcentage qui monterait même à 80% si je comprends bien les chiffres de la Direction générale du Trésor français, qui lui ne prendrait en compte que les mines industrielles, donc les principales productrices. Par ailleurs, 80% des exportations de métaux vont en direction de la Chine. Alors ça fait des décennies que l'État chinois fait tout pour s'imposer dans toute la chaîne de production à partir de ces métaux, donc depuis leur exploitation des mines, que ce soit sur son propre sol, puisqu'il regorge en métaux critiques, les ressources sont importantes sur son propre sol, mais aussi sur tous les autres continents, jusqu'à la fabrication des batteries ou d'autres équipements, en passant par l'importation des métaux et leur raffinage. L'Institut de géologie des États-Unis, d'ailleurs, estime que sur une 50aine de métaux critiques recensés, une 30aine serait aujourd'hui contrôlée par la Chine, qui sait d'ailleurs comment mettre la pression, comme lorsqu'elle a interdit le 4 décembre dernier l'exportation de 3 d'entre eux, le germanium, le gallium et l'antimoine, vers les États-Unis. C'est sans doute à travers ce prisme qu'on peut comprendre le rôle que les puissances occidentales pourraient souhaiter voir joué par le Rwanda. Les États-Unis tentent aujourd'hui de faire pression sur la République démocratique du Congo pour ralentir cette expansion des entreprises chinoises. Mais en cas d'échec, États-Unis comme Union européenne pourraient vouloir compter sur le Rwanda comme fournisseur de métaux rares de la région, plus fiable et mieux contrôlé, quels que soient les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Alors il ne faudrait pas caricaturer la situation non plus. On n'est pas du tout dans une situation où il y aurait deux camps bien nets et bien définis, avec d'un côté une alliance entre la République démocratique du Congo et la Chine, de l'autre le Rwanda, les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis, tout comme l'Union européenne, continuent de se fournir en métaux, y compris auprès de la République démocratique du Congo, et donc d'entreprises chinoises, tout comme des entreprises chinoises interviennent dans l'importation de ressources exportées par le Rwanda. Donc les impérialistes jouent sur les deux tableaux, encore aujourd'hui. Mais on pourrait voir peut-être se dessiner une certaine dynamique. Je reviens sur l'accord Union européenne-Rwanda de 2024 que j'évoquais. Il fait partie d'un programme plus global, le programme de développement Global Gateway, qui est, je cite, notamment destiné à contrebalancer la présence chinoise en Afrique. Et les États-Unis, de leur côté, ont développé leurs échanges avec le Rwanda ces dernières années, devenant, au moins en 2022, les premiers clients du coltan en provenance du Rwanda, qui, je le rappelle, provient de République démocratique du Congo. Cette volonté de s'appuyer davantage sur le Rwanda s'est traduite depuis quelques années à coup de subventions au développement et de coopération militaire par le fait que le Rwanda est devenu l'un des alliés privilégiés de la région pour les puissances occidentales. Elle vantait sa stabilité économique et politique. En même temps, le Rwanda est tenu d'une main de fer par Paul Kagame et le FPR, qui dirigent le pays de manière ininterrompue depuis 25 ans à l'aide d'une forte présence policière et militaire. Le Rwanda joue d'ailleurs de plus en plus le rôle de gendarme régional, en étant déjà le deuxième pourvoyeur mondial de casques bleus, notamment lors des interventions en Centrafrique et au Soudan du Sud, mais aussi en envoyant sa propre armée au Mozambique en 2021, sur demande de l'Union européenne, pour sécuriser un site gazier de Total Energy après une insurrection d'une organisation liée à l'État islamique. Mais ça ne signifie pas pour autant que l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise au Nord Kivu serait téléguidée par les puissances impérialistes occidentales, que ces dernières auraient aujourd'hui avantage à la déstabilisation de la région, voire à la chute du gouvernement congolais. C'est difficile à dire, mais moi je ne le pense pas.
Elles ont bien évidemment une immense responsabilité dans la situation actuelle, puisque c'est évident que lorsqu'on s'appuie sur un État autoritaire comme l'est le Rwanda pour faire la police dans la région, qu'on accepte de faire affaire avec lui malgré les pillages, qu'on l'encourage même en signant des accords de partenariat, au bout d'un moment, Kagame les prend au mot et veut sécuriser leur approvisionnement en étendant son territoire pour bénéficier des retombées économiques. Si en plus vous ajoutez à ça le fait que les quelques institutions internationales existantes ont été en partie décrédibilisées en ce moment, avec la remise en cause de l'ONU et de ses casques bleus par l'armée israélienne au Liban par exemple, qui n'a provoqué aucune réaction, ou encore les sanctions prises par Donald Trump contre le procureur de la Cour pénale internationale dernièrement, Kagame a de quoi aussi se sentir potentiellement un peu les mains libres dans cette ambiance pour jouer sa propre partition. Avant de passer à la conclusion, on va peut-être essayer de discuter sur le risque de régionalisation aussi du conflit. Alors je voudrais déjà rappeler que ce conflit, il est déjà en réalité régionalisé, et pas depuis hier. Je l'ai dit un petit peu au début, mais dans cette région, les protagonistes ne se résument pas aux troupes et milices congolaises d'un côté et aux troupes ou milices rwandaises de l'autre. Même si ce sont elles qui sont les plus actives aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est près de 120 groupes armés qui œuvrent dans la région. Donc en fait, la présence d'autres États de la région est déjà assurée à travers des milices qu'ils contrôlent ou qui leur sont alliés, mais aussi à travers de troupes plus régulières. Quelques exemples. Depuis la prise de Goma en janvier, l'Ouganda a annoncé augmenter ses effectifs militaires massés à la frontière et les positionner en position défensive avancée pour préserver son intégrité territoriale. Le prétexte de protection de ses frontières a plusieurs fois été utilisé par l'Ouganda. Par exemple, pour traquer des milices ougandaises liées à l'État islamique, les forces démocratiques alliées, donc à l'époque en collaboration avec la République démocratique du Congo. Mais le rôle de l'Ouganda est aujourd'hui un peu flou, en tout cas à mes yeux, parce qu'il ne s'oppose pas frontalement au M23 malgré ses liens avec la République démocratique du Congo. Sans doute joue-t-il sur les deux tableaux lui aussi pour préserver ses propres intérêts et sa propre influence dans la région. Le Burundi, lui, est plus explicitement dans le camp de Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo. Il aurait massé une dizaine de milliers d'hommes dans le sud Kivu. À l'époque, c'était il y a encore quelques semaines, quelques jours même, c'était pour protéger Bukavu, donc la capitale du sud Kivu. Un échec, si l'aéroport a été pris. Mais surtout pour protéger son influence dans la zone et sa frontière, puisque sa capitale Bujumbura étant très proche de la frontière avec la République démocratique du Congo. Est aussi présente l'Afrique du Sud, à travers une mission militaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, aux côtés d'un autre pays, le Malawi. L'Afrique du Sud s'oppose également frontalement au Rwanda, mais fragilisée en interne et mise face au retrait des troupes du Malawi de la République démocratique du Congo, le président sud-africain Cyril Ramaphosa vient d'annoncer le 10 février que les troupes sud-africaines se retiraient également de la République démocratique du Congo et qu'il privilégierait une solution diplomatique. Difficile de dire alors si la situation pourrait s'envenimer encore plus et donner donc une naissance à une guerre plus ouverte entre ces États. Ça ne serait pas impossible, ça a déjà été le cas justement à la fin des années 90, entre 1996 et 2003. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, rien ne semble pouvoir arrêter l'offensive du M23 et des troupes de Kagame. Et de toute façon, nous ne comptions pas particulièrement là-dessus, ce qui aurait sans doute ajouté de la catastrophe à la catastrophe pour les populations locales. Alors pour conclure, on a tous et toutes sans doute pu voir des manifestations dans Kinshasa et dans plusieurs villes à travers le monde. Notamment à Kinshasa, les manifestants sont allés jusqu'à s'attaquer aux ambassades de la Belgique, des États-Unis, l'ambassade de France ayant même subi un départ de feu, un départ d'incendie. Certains commentateurs accusent le pouvoir congolais d'avoir téléguidé ces manifestations pour pouvoir faire pression sur l'Union européenne et les États-Unis. C'est une possibilité. En même temps, même si elles ont été plus spontanées, on comprendrait aisément pourquoi les manifestants auraient pris pour cible ces ambassades, vu le rôle de ces impérialismes dans la région. En tout cas, il semblerait que le pouvoir de Félix Tshisekedi, donc l'actuel président de la République démocratique du Congo depuis 2019, son pouvoir semble aujourd'hui fragilisé.
Des commentateurs craignent même un coup d'État qui aurait sans doute pour double objectif de renverser un pouvoir jugé incapable de défendre les intérêts de la bourgeoisie congolaise et des bureaucrates qui prospèrent sur l'industrie minière et de leurs alliés, mais aussi d'empêcher par avance qu'une mobilisation populaire naisse de cette situation de fragilité de l'État congolais. Alors c'est pas impossible, il y a déjà eu une tentative de coup d'État déjouée en mai 2024 dernier, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est bien d'une mobilisation populaire dont auraient besoin tous les peuples de la région. Une mobilisation massive des classes populaires, s'appuyant notamment sur la puissance que peuvent représenter les travailleurs de l'industrie minière, pour en finir avec ces décennies de surexploitation et de violence pour les profits d'une minorité parasite.